Messieurs et dames, bienvenue dans votre émission Invité du jour. Ce numéro reçoit pour vous le directeur de cabinet, Monsieur Serge Loumou, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui, le monde est en train de célébrer la journée de Sourds-Muets. Alors qu'avec lui, nous allons tenter de parler de l'encadrement de cette structure de personnes de Sourds-Muets. Alors, bonjour directeur. Bonjour. Encore une fois de plus. Voilà. Merci. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer. Le monde célèbre la journée des Sourds-Muets. Aujourd'hui, la ville de Kolwezi n'est pas restée derrière. Vous avez organisé une très grande manifestation aujourd'hui avec le Sourds-Muets. C'était quoi l'objectif de cette manifestation d'abord? Merci beaucoup. Je crois qu'il faut préciser que normalement, la journée mondiale des sourds est célébrée à l'échelle internationale le 23 septembre de chaque année. Mais pour certains aléas au niveau de la province de Lualaba, en accord avec l'association des sourds de la province de Lualaba, nous avions décalé la manifestation pour la célébrer aujourd'hui. Et donc, l'objectif principal de cette célébration, c'est d'abord de pouvoir sensibiliser la population en général contre toutes les formes de discrimination, de stigmatisation dont souvent font l'objet les personnes vivant avec surdité. Mais l'objectif, c'est aussi d'attirer l'attention de la communauté lualabaise, de la population lualabaise, sur les aptitudes intellectuelles, sur les talents, n'est-ce pas, la capacité de produire des œuvres d'esprit et des œuvres d'art, mais aussi de contribuer à la vie nationale de la part de ces personnes avec surdité. Souvent, on le regarde comme des personnes qui ne peuvent rien, alors qu'ils sont épris de talent, ils sont très intelligents, et donc, si on les intègre, on les encadre, on les accompagne, ils sont d'une utilité remarquable pour la nation. Si on les encadre, on les accompagne, ils sont très capitales à la société. C'est vraiment des personnes comme tout autre et qui ont une contribution. Oui. Si vous dites qu'il faut bien les encadrer, il faut bien les accompagner, qu'entendez-vous par l'encadrement, ou c'est quoi la partie ou la part de responsabilité du gouvernement provincial? Parlons de la province du Lualaba d'abord. Non, d'abord, quand on parle de l'encadrement, c'est global. Depuis la naissance ou depuis la famille, donc il y a plusieurs aspects qu'il faut considérer. Le premier élément, c'est comment est-ce qu'on les accepte, comment est-ce qu'on les intègre, comment est-ce qu'on les aide à s'exprimer, mais aussi à bénéficier de ce que les autres disent, des contributions des autres. C'est-à-dire comment est-ce qu'on communique avec eux pour pouvoir bénéficier de ce qu'ils ont à apporter au monde. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, l'encadrement, c'est aussi la formation, comme pour les autres. Ça veut dire la scolarisation, ça veut dire la formation, ça veut dire l'éducation de manière globale. Les amener à l'école, leur apprendre des métiers, leur apprendre à travailler, mais aussi leur donner l'occasion de pouvoir s'exprimer dans la société pour apporter leur contribution. Tout ceci, ça fait partie de l'encadrement des personnes vivant avec le sourd. L'encadrement, c'est aussi travailler avec l'association des personnes vivant avec le sourd pour comprendre leurs besoins spécifiques, leurs problèmes particuliers, en interaction avec la société des personnes qui entendent et qui parlent, et travailler pour pouvoir y apporter des réponses appropriées au moment opportun. Alors, au niveau du gouvernement, c'est quoi la part de responsabilité du gouvernement, et qu'est-ce que le gouvernement, depuis que vous êtes à la tête, parce que vous représentez ici les ministres des Affaires sociales, depuis que vous êtes à la tête de ces ministères, quelle est votre part de responsabilité que vous avez déjà apportée à ces gens-là ou à des personnes vivant avec surdité? D'abord, il faut préciser que le rôle du gouvernement, c'est de mettre en place un cadre, un cadre institutionnel approprié, et mettre en place des mécanismes et des stratégies pour permettre à ce que la loi fondamentale, ou si vous voulez, les dispositions pertinentes de la loi fondamentale de la Constitution puissent s'appliquer aussi à ces personnes. Parce que, comme vous le savez, notre Constitution
refuse toute forme de discrimination et de stigmatisation parce qu'elle considère que tout Congolais est né libre et tous les Congolais sont égaux en droit et en dignité et doivent bénéficier de toutes les opportunités de manière égale selon les compétences de chacun. Et donc, en plus de cela, au niveau national, il faut le souligner parce que quand vous parlez gouvernement, vous tombez directement sur le ministère, les choses commencent plus haut. Au niveau national, pour la première fois en République démocratique du Congo, non seulement on a le président de la République qui a mis en place un cadre institutionnel spécifique avec un ministère spécialement dédié aux personnes vivant avec handicap. D'une manière générale. De manière spécifique. Voilà. C'est vrai qu'on a le ministère des Affaires sociales qui s'occupe de toutes les questions de vulnérabilité, mais là, on a un ministère spécialement dédié pour les personnes vivant avec handicap. C'est une innovation depuis que le pays existe. Mais depuis le mois de mai, il a promulgué une loi spécifique qui désormais devient une référence, un outil, si vous voulez, un support juridique de référence pour la protection et la promotion des droits des personnes vivant avec handicap, y compris, bien évidemment, les personnes vivant avec surdité. Donc ça, c'est au niveau national. Au niveau provincial, le gouvernement provincial dirigé par son Excellence Fifi Masuka Saini, qui est très attentive aux problèmes spécifiques des groupes vulnérables, notamment les personnes avec surdité, a pris l'engagement depuis le mois de décembre. Et elle a matérialisé cette décision. Si vous passez à l'école de sourds de Kolosi, vous trouvez qu'il y a des travaux, des modernisations de cette école pour l'agrandir et donner la possibilité que non seulement on ait l'école primaire qui est déjà là, avoir plus de classes, mais qu'on ait la possibilité d'avoir une école secondaire et pourquoi pas la perspective est d'avoir finalement même un internat qui permettrait aux enfants qui viennent de l'Oualaba profond, ils peuvent venir pour étudier et repartir sans problème. Donc ça, ce sont des efforts du gouvernement provincial sous le leadership de son Excellence Fifi. C'est vraiment à encourager. Mais est-ce que, directeur, il y a une question? Oui. Est-ce qu'il suffit seulement d'arranger cette école ou construire l'internat et consorts comme ce qui s'est fait là-bas? Déjà, vous construisez, vous êtes en train de réhabiliter cette école, l'école de sourds, nous connaissons tous, ici à Kolosi. Mais paraît-il que dans les entreprises, on n'accepte pas le brevet de nos amis de sourds là-bas pour dire que en fait, ce sont des brevets qui ne sont pas reconnus officiellement par l'État congolais. Et quels sont les efforts que vous pouvez fournir à ce niveau-là pour que ce genre-là soit aussi reconnu dans de grandes entreprises, par exemple dans des entreprises minières? Je l'ai dit ici, me basant sur la loi, si jamais vous êtes au courant d'une entreprise qui a refusé de reconnaître un document officiellement émis par une institution officielle, comme une école de sourds qui est une école reconnue, ou même un centre de promotion sociale officiellement reconnu, et qui les refuse simplement parce que c'est un sourd, à signaler, et cette entreprise aura à faire face aux exigences de la loi. Parce que la loi, elle est très claire. De manière générale, depuis la Constitution, j'étais en train de le dire. Et maintenant, je peux même passer par la loi portant protection des enfants, pour prendre la catégorie des enfants scolarisables. La loi portant protection des enfants, aucun enfant, peu importe son statut social, ne peut être sujet de discrimination. Et là, j'ajoute la loi spécifique qui concerne les personnes vivant avec handicap. Et donc, aucune entreprise ne peut, sous prétexte que la personne est sourde ou elle a étudié dans une école de sourds, lui refuser accès à un droit qui lui est reconnu par le gouvernement s'il est à même de répondre aux exigences. Donc, il y a certaines choses, certaines pratiques, on le sait. C'est pour ça que j'ai commencé par dire, l'un des objectifs de la journée d'aujourd'hui, c'est de manière spéciale. On fait déjà la sensibilisation, mais aujourd'hui, on met un point d'honneur de façon spécifique, de façon spéciale. On sensibilise pour dire au monde, à la République démocratique du Congo et à la population lalabèse, qu'une personne vivant avec surdité
est une personne à part entière, créée à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, est un citoyen avec tout le droit lui reconnu par la Constitution, et donc personne ne peut le lui refuser simplement parce qu'il est sourd. Ça, c'est le message du gouvernement, ça, c'est le message de la République démocratique du Congo en faveur des personnes vivant avec surdité. Voilà. Mesdames, Messieurs, vous êtes en train de suivre votre émission Invité du jour qui reçoit pour vous aujourd'hui Jean-Serge Loumou, qui est directeur de cabinet au ministère des Affaires sociales, qui est en train de nous parler de cette journée. Jean-Serge Loumou, quelles sont les difficultés que rencontrent au quotidien aujourd'hui les personnes vivant avec surdité? Il y en a plusieurs. Ok. D'abord, les difficultés de personnes vivant avec surdité commencent en famille. Très souvent, quand un parent met au monde un enfant, parce que ça aussi il faut dire qu'il y a plusieurs catégories de personnes avec surdité. Il y a ceux qui sont nés sourds depuis la naissance. Okay. Il y en a qui le sont devenus à un certain âge. Et puis il y en a qui le sont devenus suite à un traumatisme ou à une maladie. Ça peut être une perturbation sur le plan socio-affectif ou psychologique ou un accident. Et donc, ou une maladie. Ils peuvent perdre la capacité de pouvoir communiquer de manière audible avec le langage comme avant. Donc, généralement, quand un enfant est né ou quand il y a la surdité qui survient dans la famille, auprès d'une personne, la tendance généralement de la stigmatisation commence en interne même dans la famille. C'est peut-être le père qui rejette la mère ou la famille du papa qui viennent faire des problèmes à la mère. Comme on le sait souvent en Afrique, on pense que c'est la mère qui est toujours la source de tout le monde, ce qui n'est pas vrai. Et donc, ça c'est déjà une première difficulté. Les parents sous-estiment cet enfant et il arrive souvent que même s'ils ont le moyen, très souvent, les parents n'encouragent pas cet enfant à aller de l'avant, à étudier ou à le scolariser. On a tendance à les cacher, à les soustraire parce qu'on pense qu'il est différent des autres. Et cette stigmatisation va se manifester aussi dans l'entourage. On a eu un témoignage extraordinaire aujourd'hui de quelqu'un qui est devenu sourd à l'âge de 12 ans. Okay. Et du coup, tous les amis d'enfance avec lesquels il jouait se sont retirés, ils ont fui. Donc la communauté ajoute la stigmatisation et la discrimination déjà au niveau de quand l'enfant est en train de grandir. Donc, ils se sont mal aimés, ils se sont rejetés, ça crée de frustration, parfois ça crée de colère. Parfois, on dit qu'ils sont colériques. Non, mais ils sont colériques pourquoi? Parce qu'on le rejette, ils sont maltraités, ils créent un mécanisme de défense et de protection personnelle. Donc, ça fait partie des difficultés. Vous avez évoqué l'aspect emploi. Okay. Comme la plupart d'entre eux ne vont pas loin avec les études, ceux qui peuvent, jusque-là, dans le cadre de notre province, on avait seulement l'école primaire et ceux qui devaient faire l'école secondaire allaient le faire ailleurs. Et puis après, il n'y avait rien. Heureusement qu'avec les dispositions de la loi, même sur le plan pédagogique, aujourd'hui, ils peuvent étudier dans les écoles secondaires, aller même à l'université. On a entendu le témoignage et la parole du recteur de l'université de Kolwezi qui a confirmé au nom de la conférence des universités, des chefs d'établissement des instituts supérieurs universitaires de la province que la porte elle est ouverte pour toutes les personnes, même vivant avec handicap, y compris les personnes de la surdité. Donc, il y a tous ces problèmes qui peuvent être comme des difficultés, mais il se peut aussi que certaines naissent dans des familles déjà à faible revenu. On sait qu'en RDC, beaucoup de familles sont des familles à faible revenu. Et donc, vous comprenez, quand on est dans une famille à faible revenu, ça devient encore un autre problème. La pauvreté de parents peut devenir un obstacle pour l'épanouissement par rapport à cet enfant qui est né avec surdité ou qui a contracté cet handicap au cours de sa vie. Alors, à votre niveau, au niveau du ministère des Affaires sociales, c'est quoi le projet que vous avez pour accompagner davantage les personnes vivant avec surdité? Mais je crois que le commissariat en charge des affaires sociales dans la province de Lualaba, conformément aux missions qui lui sont dévolues, va continuer à lutter contre toute forme de discrimination pour les personnes vivant avec handicap en général et avec surdité, va continuer à lutter contre toutes les formes de vulnérabilité qui apparaissent dans la vie de ces personnes, selon le cas,
va continuer à promouvoir l'autonomisation de ces personnes. Je souligne ça, c'est très très important. L'autonomisation de ces personnes, ils doivent être capables de réfléchir par eux-mêmes, de travailler par eux-mêmes, d'avoir des revenus un jour par eux-mêmes. Ils doivent être à mesure de bouger, de participer à la vie par eux-mêmes. Et ça, c'est très important. À la suite des différentes réunions avec les personnes avec surdité et en faisant référence à la stratégie au niveau national, le commissariat se propose pour l'année prochaine, de manière un peu plus particulière, de pouvoir développer des mécanismes pour qu'on ait un peu plus des programmes, des formations sur la langue des signes, non pas seulement pour les personnes vivant avec surdité, mais aussi pour d'autres personnes avec lesquelles ils doivent être en interaction. Donc on doit pouvoir avoir des journalistes qui sont formés en langue des signes parce qu'ils peuvent interroger, donner de la parole parce qu'ils ont droit à la parole, leur donner la parole pour venir comme invité du jour sur le plateau et pouvoir parler de leurs problèmes ou de leur intelligence ou de ce qu'ils font, de leurs découvertes. Donc, pouvoir former les policiers, pourquoi pas, les médecins, ainsi de suite, donc les enseignants, tous ceux qui peuvent être en interaction avec les personnes avec surdité pour permettre à ce que finalement, comme cela est le vœu à travers le thème proposé cette année, que la langue de signes soit effectivement, si vous voulez, le canal ou le moyen qui nous unit et qui nous permet d'avoir une communauté inclusive dans laquelle les sourds-muets et les personnes qui parlent convenablement peuvent composer ensemble. En vous entendant parler, vous êtes en train de mettre beaucoup plus l'accent sur l'intégration de ces personnes-là vivant avec surdité. Et donc, c'est quoi le projet, c'est quoi le stratégie que vous allez mettre en place pour que ce gens-là retrouvent, pour que ces gens-là intègrent réellement la société? Je venais de le dire, j'essaie de le dire autrement. J'essaie de le dire autrement. La sensibilisation est une stratégie. Parce que la sensibilisation brise les barrières, n'est-ce pas? Corrige les mauvaises perceptions et les fausses croyances que les gens ont à l'égard des personnes avec surdité. J'ai parlé de l'autonomisation comme stratégie qui permet à ces personnes vivant avec surdité d'être équipées, d'être à mesure, si vous voulez, de participer à la vie, de participer à la société, pourquoi pas de travailler, de produire, d'avoir des revenus, j'ai dit de réfléchir par eux-mêmes et d'avancer. Donc ça leur permet d'avoir dans l'intégration, d'avoir quelque chose à porter. Et je termine par ce que j'ai dit tout à l'heure, la promotion de la langue des signes, parce que ça permet finalement qu'il y ait une communication entre ces personnes et les autres, qui peuvent s'entendre, ils peuvent s'asseoir ensemble, ils peuvent marcher ensemble, ils peuvent devenir amis. Vous êtes amis de quelqu'un qui vit avec surdité, vous marchez avec lui, même si lui ne parle pas et que vous parlez, le langage qui vous unira, c'est le langage des signes. Mais ce sont des très bonnes stratégies. Maintenant, la question est celle de savoir, à votre niveau, si vous voulez les rendre autonomes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ajouter les écoles, les options de métier, ou bien vous allez faire quoi pour le rendre vraiment autonome? Qu'est-ce que vous allez faire au niveau du ministère? Mais déjà, aujourd'hui, on a donné un exemple. On les a invités avec ce qu'ils ont produit. On les a mis en contact avec le monde, avec le public, avec les autorités qui, pour la plupart, ont acheté pratiquement tout ce qu'ils avaient amené, le meuble qu'ils avaient fabriqué, les œuvres d'art. On a tout acheté. Et ceux qui avaient produit, ils ont de l'argent. Ça leur permet d'avoir des revenus, n'est-ce pas? Mais au même moment, on découvre qu'on peut leur confier des marchés. Et donc, on fait les plaidoyers pour eux, pour qu'ils aient accès au marché. Ça fait partie des choses concrètes. L'école, c'est déjà quelque chose. Mais les métiers aussi. Donc, on va travailler sur tous ces plans pour permettre à ce qu'ils soient autonomes, ils soient acceptés, intégrés, qu'ils soient capables de participer et de bénéficier de tous leurs droits. C'est une très bonne chose. Monsieur Serge Lemou, nous vous disons merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci infiniment en tout cas. Je vous remercie de m'avoir invité. Voilà, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Restez branchés sur les antennes de Micro Bakar. Le programme reste en continu. Au revoir.